Le soleil du crépuscule projetait de longues ombres dans le salon lorsque Elena Vargas ouvrit la porte de la maison où elle avait grandi. À 25 ans, elle portait en elle l'assurance de quelqu'un qui avait surmonté de grands défis. Son sac à dos avec son ordinateur portable pendait sur une épaule, et une pile de livres de droit était pressée contre sa poitrine. « Je suis là, grand-mère », lança-t-elle en enlevant ses chaussures à l'entrée. Carmen Vargas, une femme d'environ 70 ans aux cheveux gris impeccablement relevés en un chignon, leva les yeux de son fauteuil où elle regardait un documentaire. Elle tenait une tasse de thé avec délicatesse. Son visage s'illumina en voyant sa petite fille. « Comment était le cours, ma petite ?» demanda Carmen en baissant le volume de la télévision. Elena posa les livres sur la table basse et s'effondra sur le canapé avec un soupir. Épuisant, mais fascinant. Le professeur Mendé a parlé des précédents dans les affaires de responsabilité pénale, celles où quelqu'un commet un délit sous la contrainte. Elle se redressa enthousiaste. Il y avait un cas de 2019 où l'accusé disait qu'on l'avait forcé à conduire une voiture pour une fuite parce qu'on menaçait sa famille. Carmen sourit avec tendresse. « C'est tout à fait ton domaine, le droit pénal a toujours été ta destinée. » Elle prit une gorgée de thé, ses yeux se plissant au coin. « Tu es une femme brillante, Elena. Tu as tout un avenir devant toi. Ton père serait très fier. » L'éclat sur le visage d'Elena s'éteignit à la mention de son père. Elle se leva brusquement, se dirigeant vers la cuisine. « J'en doute, » dit-elle par-dessus son épaule. La voix durcit. « Papa s'en ficherait. Il est parti il y a longtemps. Tu te souviens? S'il ne s'est pas soucié de moi quand j'étais petite et malade, il s'en soucierait encore moins maintenant. » Elle ouvrit le réfrigérateur avec brusquerie, prit une canette de soda et l'ouvrit avec plus de force que nécessaire. Le silence qui suivit fut lourd. Lorsque Lena jeta un coup d'œil vers le salon, elle vit que sa grand-mère s'était tue, le regard triste et lointain. Carmen s'éclaircit la gorge, prit une autre gorgée de thé, et fixa les yeux sur la télévision, bien qu'il fût évident qu'elle ne la regardait pas. La tension flottait dans l'air pendant que Lena préparait un sandwich avec des gestes précis. Laitue, tomates, dinde, fromage. Soudain, un jingle familier brisa le silence depuis la télévision, la mélodie d'ouverture de Tom et Jerry. Elena laissa échapper un rire sarcastique, tranchant une tomate. « Ce n'est pas possible, » murmura. « C'était l'émission préférée de ton père, » dit doucement Carmen depuis le salon. Il la regardait tous les soirs avant de dormir. La musique emplissait la maison. Elena arrêta son couteau à mi-coup. « Je ne veux pas et je n'ai pas besoin de me le rappeler, grand-mère, » dit-elle, la voix tendue par une émotion contenue. « Rien ne changera ce que je ressens. Il est parti parce que j'étais en fauteuil roulant, parce que ma tumeur spinale était un fardeau. Il a choisi de m'abandonner quand les choses sont devenues difficiles. » Les épaules de Carmen s'affaissèrent légèrement. « Veux-tu que je change de chaîne, ma chérie? »« S'il te plaît, » répondit Elena. Carmen passa à une émission de cuisine sans rien ajouter, et la cuisine retomba dans le silence, seulement rompu par le bruit rythmique du couteau contre la planche. Elena cessa de couper, s'essuyant les mains sur un torchon. Elle savait que ses paroles avaient blessé sa grand-mère, la seule personne qui ne l'avait jamais abandonnée. Elle retourna au salon et s'agenouilla devant le fauteuil de Carmen, prenant ses mains ridées. « Je suis désolée, grand-mère, » dit-elle doucement. « Je ne voulais pas être grossière. Je t'aime et je serai toujours reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. » Sa voix trembla. « Tu as tout sacrifié pour payer mon opération il y a 15 ans, alors que papa qui devait prendre soin de moi est simplement parti. Mais ce n'est pas ta faute, et je ne devrais pas m'en prendre à toi. » Carmen regarda Elena avec des yeux tristes et hoqua la tête en silence. Elle se pencha et embrassa son front, ses mains tremblantes encadrant le visage de sa petite fille. « Je sais que tu dois lui manquer, » poursuivit Elena avec prudence. « C'était ton fils après tout. » L'expression de Carmen changea, sa contenance vacilla comme si elle allait pleurer, mais avec la force que Lena avait toujours admirée, elle se ressaisit, bien que ses yeux brillaient encore de larmes contenues. Elena serra les frêles épaules de sa grand-mère. « Tu es la femme la plus forte que je connaisse, grand-mère. Je promets que je serai toujours là pour prendre soin de toi,
Tu n'as pas besoin d'être triste pour quelqu'un qui nous a laissés seuls, toutes ces années. » Après un long silence, Carmen parla, sa voix ferme malgré l'émotion. « Je sais à quel point tu m'aimes, Elena, » dit-elle. « Mais juste pour aujourd'hui, peux-tu laisser cette vieille femme se souvenir de ton père? Je vieillis, et il n'a pas toujours été l'homme mauvais dont tu te souviens. » Elle fit une pause, le regard perdu. « Il y a eu des années magnifiques, et c'est mon fils. Je veux me rappeler le bon en lui. » Elle sourit avec tendresse. « Tu comprendras si un jour tu deviens mère. » Elena considéra les paroles de sa grand-mère, ressentant une pointe de culpabilité pour son éclat. Elle hoqua lentement la tête. « Bien sûr, grand-mère, prends tout le temps dont tu as besoin. » Elle retourna à la cuisine pour finir son sandwich, pas contrariée par la demande de Carmen. De là, elle entendit la télévision s'éteindre, suivi du doux claquement de la porte de la chambre de sa grand-mère. Quelques instants plus tard, le grincement d'un vieux tourne-disque emplit la maison d'une chanson qu'Elena reconnut, instantanément, l'une des préférées de son père. Elena mangea rapidement, assise à la table de la salle à manger, tandis que la mélodie évoquait des souvenirs qu'elle avait tenté d'enterrer, son père la portant sur ses épaules au parc, sa voix patiente l'aidant avec ses devoirs, les nuits où il restait éveillé quand sa douleur était insupportable. Elle repoussa l'assiette, soudain sans appétit. La musique était trop d'émotions contradictoires qu'elle n'était pas prête à affronter. Elle se leva et monta dans sa chambre, espérant que la distance atténuerait l'écho du passé. En montant les escaliers, quelque chose attira son attention. La porte du grenier était entr'ouverte, laissant voir une fente d'obscurité. Elle s'arrêta, se demandant si sa grand-mère y était montée pendant qu'elle était à l'université. Le grenier, Elena l'avait évité pendant des années. Il contenait trop de son père, des souvenirs qu'elle avait enfouis avec effort. C'était leur base secrète, comme il l'appelait, un refuge où il partageait des histoires et des rêves, loin du monde. Après son diagnostic, lorsqu'elle fut confinée à un fauteuil roulant, il avait installé un ascenseur pour qu'elle puisse continuer à accéder à leur endroit spécial. Maintenant, face à la porte entr'ouverte, Elena ressentit une attraction inattendue. Elle s'approcha, avec l'intention de la fermer, mais quelque chose l'arrêta. Peut-être était-ce la conversation avec sa grand-mère, ou la musique qui résonnait encore faiblement en bas, mais la curiosité et l'émotion l'emportèrent. Elle poussa la porte et commença à monter. À mi-chemin, elle toussa à cause de la poussière qui dansait dans la lumière du soleil, entrant par la fenêtre du grenier. L'air était vicié, chargé d'une odeur de vieux bois et d'objets oubliés. En arrivant en haut, Elena fut surprise de trouver l'espace remarquablement propre, pour un endroit inutilisé depuis si longtemps. Pas de toile d'araignée, et le sol semblait récemment balayé, bien qu'une couche de poussière recouvrit les bâches sur des boîtes, des jouets et des meubles anciens. Elle alluma l'unique ampoule au plafond, qui baigna la pièce d'une lumière chaude. Ses yeux se posèrent sur le coin où se trouvait leur base secrète. Un matelas fin, maintenant couvert de poussière, avec des oreillers et des couvertures soigneusement pliées. Elle s'approcha, les souvenirs l'envahissant à chaque pas, les heures passées là à lire des bandes dessinées à la lumière d'une lampe de poche. La voix animée de son père donnant vie aux aventures de super-héros. Les étoiles fluorescentes qu'il avait collées au plafond, inclinées pour qu'elle ait son propre ciel nocturne, quand la douleur l'empêchait de dormir. Se secouant de ses pensées, Elena décida de fouiller dans ses vieilles affaires dans les boîtes à proximité. Elle s'agenouilla, écarta une bâche et commença à explorer. Des peluches usées, des livres pour enfants aux pages cornées, une boîte à chaussures pleine de coquillages de leurs uniques vacances à la côte. Chaque objet libérait un souvenir, des fragments d'une enfance qui s'était brusquement terminée. Une poupée que son père lui avait offerte pour son 10e anniversaire, une carte de rétablissement faite main pendant son premier séjour à l'hôpital. De petits gestes d'amour qui contredisaient le récit qu'elle avait construit sur lui. En passant à une autre boîte, sa main effleura quelque chose d'inconnu. Un dossier bleu glissé entre deux jeux de société. Elle ne se souvenait pas d'avoir eu un tel objet enfant. Curieuse, elle le sortit et l'ouvrit, trouvant une enveloppe scellée à l'intérieur. Elle la retourna et son souffle se coupa. Écrit d'une écriture penchée et familière se trouvaient les mots « à ouvrir uniquement par Elena Vargas ».
l'écriture de son père. Avec des doigts tremblants, elle brisa le sceau et déplia la lettre. Son cœur battait fort. « Chère Helena, commençait-elle. J'espère qu'en lisant ceci, les dangers seront passés et que tu seras en bonne santé et en sécurité. D'abord, je veux m'excuser de ne pas avoir été là pour te voir grandir. Sache que je n'ai jamais voulu t'abandonner, et te quitter a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Je t'aime plus que la vie elle-même, et tout ce que j'ai fait était pour te protéger et te donner un avenir. » Les yeux d'Helena s'embuèrent de larmes, tandis qu'elle continuait à lire. La lettre détaillait un compte bancaire à son nom avec 70 000 $, de l'argent que son père avait mis de côté pour son éducation et son avenir. Mais ce qui fit trembler ses mains fut la confession qui suivait. Son père avait contracté des prêts pour payer son opération de tumeur spinale, une intervention qui lui avait sauvé la vie, mais qu'il avait endetté auprès de personnes dangereuses. « J'ai emprunté aux mauvaises personnes », écrivait-il. « Je n'avais pas le choix. Sans l'opération, les médecins disaient que tu ne survivrais pas. Je ne regrette pas une seconde. Chaque souffle que tu prends, chaque pas que tu fais de tes propres pieds, vaut n'importe quel prix que j'ai payé. » Helena s'adossa, la lettre serrée dans sa main, un mélange de confusion et de colère la traversant. Cela ne pouvait pas être vrai. Toutes ces années, elle avait cru que sa grand-mère avait payé l'opération, que son père était simplement parti quand les choses s'étaient compliquées. Elle avait besoin de réponses, de la vérité. Avec la lettre en main, elle descendit en courant les escaliers du grenier, déterminée à confronter sa grand-mère sur ce qui s'était vraiment passé il y a 15 ans. Elle remarqua que la musique s'était arrêtée. La maison était étrangement silencieuse. « Grand-mère » appela-t-elle, frappant plus fort. Pas de réponse. Elle essaya la poignée et regarda à l'intérieur. La chambre était vide, le lit parfaitement fait, comme si personne n'y avait été. Étrange, pensa Helena. Sa grand-mère était entrée il y a seulement quelques minutes. « Grand-mère, es-tu à la maison » appela-t-elle, sa voix résonnant. Elle vérifia la cuisine, le salon, même le jardin arrière. Mais Carmen n'était nulle part. Avec une inquiétude croissante, elle sortit dans le jardin et scruta la rue, se protégeant les yeux du soleil couchant. Puis elle la vit. Carmen traversait une intersection lointaine, sa silhouette frêle avançant avec détermination, traînant un sac de course à roulettes. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Helena, perplexe face au départ soudain de sa grand-mère. Elle courut à la maison, prit son téléphone et son portefeuille, et partit à sa poursuite. Lorsqu'elle arriva à l'intersection, le feu était passé au rouge, l'obligeant à attendre. Elle se balançait anxieusement, regardant la silhouette de sa grand-mère s'éloigner. Dès que le feu changea, Helena courut, esquivant les piétons jusqu'à la rattraper. « Grand-mère » appela-t-elle, essoufflée. Carmen se retourna, une surprise sincère sur le visage. « Helena, que fais-tu ici ?»« Je pourrais te poser la même question » répondit Helena, reprenant son souffle. « Pourquoi es-tu partie sans me le dire? Où vas-tu » Carmen ajusta sa prise sur le sac. « Je t'ai appelé, mais tu n'as pas répondu. J'ai pensé que tu étais fâchée et que tu voulais être seule. Je vais juste au supermarché pour acheter de quoi dîner. » Helena ouvrit la bouche pour mentionner la lettre, mais hésita. La rue était pleine d'acheteurs, et cette conversation nécessitait de l'intimité. « Je viens avec toi » proposa-t-elle à la place. À sa surprise, Carmen secoua la tête. « Ce n'est pas nécessaire, ma chérie. Repose-toi à la maison. Je sais que tu as cours ce soir. Il reste 4 heures avant le cours, » incita Helena. « Et je ne veux pas que tu portes des choses lourdes toute seule. » Carmen souleva légèrement le sac. « Ce n'est pas un problème. Ça peut supporter ce que j'achèterai. » Elle sourit, mais il y avait quelque chose d'étrange, une tension dans ses yeux que Helena voyait rarement. Avant qu'elle puisse protester, Carmen continua à marcher, son pas étonnamment rapide pour son âge. Helena resta sur le trottoir, déconcertée par le comportement inhabituel de sa grand-mère. Carmen n'avait jamais refusé sa compagnie. Au contraire, elle l'appréciait généralement. Elle savait que sa grand-mère pouvait être têtue, un trait familial, mais ceci était différent. Quelque chose n'allait pas. Elle était sur le point de traverser la rue pour rentrer chez elle, lorsqu'elle sentit l'enveloppe dans sa poche, le compte bancaire, la confession de son père. Soudain elle eut une nouvelle destination en tête,
La banque serait encore ouverte pendant une demi-heure, et elle n'était pas loin, dans la direction opposée à celle où allait sa grand-mère. Elle regarda sa montre. 15h30. Elle avait assez de temps pour vérifier le compte avant son coup. Après un dernier regard vers la silhouette de sa grand-mère, elle se tourna vers le quartier financier, déterminée à découvrir la vérité que sa famille lui avait cachée pendant 15 ans. La banque apparut à l'horizon, sa façade vitrée scintillant sous le soleil. De loin elle semblait presque vide, typique pour cette heure proche de la fermeture. Elena accéléra le pas, impatiente d'entrer avant qu'il ne ferme. En traversant la dernière rue, une silhouette familière attira son attention. Elle plissa les yeux pour s'assurer. C'était sa grand-mère, marchant de l'autre côté, non pas vers le supermarché, comme elle l'avait dit, mais vers la gare. « Que fait-elle » murmura Elena, la confusion cédant à la suspicion. Elle changea de direction, traversant la rue pour suivre Carmen de loin. Elle observa son pas déterminé, si différent de son allure habituellement mesurée. Carmen entra dans la gare, se mêlant à la foule des voyageurs rentrant chez eux. Elena accéléra, la suivant à l'intérieur. La gare était plus animée que prévu, pleine du brouhaha de l'heure de pointe. Elle scruta la zone, apercevant des éclats des cheveux argentés de sa grand-mère parmi la foule. Juste au moment où elle était sur le point de l'appeler, elle réalisa qu'elle ne pouvait pas avancer. Un tourniquet bloquait son chemin, et sa carte de transport indiquait un solde insuffisant. Elle se dirigea vers une machine de rechargement, rejoignant une file de voyageurs impatients. Tout en attendant, elle garda les yeux fixés sur l'endroit où elle avait vu Carmen pour la dernière fois. À sa surprise, Carmen ne se dirigea pas vers les quais, mais tourna vers une section plus calme de la gare. Elena abandonna la file, sachant qu'elle ne pouvait pas attendre. Elle sortit de la gare et contourna le périmètre, espérant voir sa grand-mère à travers la grille séparant la gare de la rue. Là, à environ 20 mètres, elle vit Carmen dans une zone isolée, parlant à un homme que Elena ne reconnut pas. Il était grand, avec des épaules larges, portant une veste en cuir noir malgré la chaleur. Sa posture était imposante, presque menaçante, alors qu'il se penchait sur sa grand-mère. Elena observa Carmen lui tendre le sac de course. L'homme l'ouvrit partiellement, jetant un œil à l'intérieur avant de dire quelque chose que Elena ne put entendre à cause du bruit de la circulation et des annonces lointaines des trains. Elle capta des bribes. Ce mois-ci, le bon monte. L'échange semblait rodé, routinier comme s'il ne s'agissait pas de la première fois. Le cœur d'Elena s'accéléra alors qu'elle essayait de comprendre ce qu'elle voyait. Était-on en train d'extorquer sa grand-mère? Était-ce lié à la lettre de son père? Elle était sur le point de crier quand l'homme leva les yeux, son regard croisant celui d'Elena à travers la grille. Il pointa du doigt, et Carmen se retourna, son visage blêmissant en la voyant. « Elena, va-t'en » cria Carmen, sa voix tendue par la peur. « Cours, je viens avec toi » répondit Elena, déjà en mouvement vers l'entrée de la gare. « Je vais appeler la sécurité. »« Non » cria Carmen, mais Elena courait déjà. Avant qu'elle ne puisse atteindre la partie animée de la gare, une main gantée couvrit sa bouche par derrière, un bras d'acier l'immobilisant. Elle se débattit, mais en vain. Un deuxième homme apparut devant elle, son visage impassible alors qu'il levait quelque chose dans sa main. Une petite matraque. La dernière chose que Elena vit fut le visage terrifié de sa grand-mère au loin avant qu'une douleur n'éclate à l'arrière de sa tête, et que l'obscurité ne l'engloutisse. Le retour d'Elena à la conscience fut lent, comme nager dans des eaux troubles. D'abord vint la douleur lancinante dans sa tête, puis la sensation de son corps affaissé, les bras tordus inconfortablement derrière elle. Lorsqu'elle ouvrit enfin les yeux, elle se trouvait dans une pièce inconnue avec du papier peint délavé et peu de meubles. Elle était attachée à une chaise en bois, avec des colliers de serrage, qui lui entaillaient les poignets, un bâillon étouffant tout son. La chaise était fixée à un radiateur mural par une chaîne métallique. Quelqu'un avait bien pensé à sa contention. La panique l'envahit en réalisant sa situation. Elle testa ses liens, tordant ses poignets contre les colliers. Mais ils ne firent que s'enfoncer davantage. Elle tenta de crier, mais le bâillon réduisit sa voix à un gémissement pathétique. Le bruit de pas approchant la fit, se figea. La porte s'ouvrit, et 3 hommes entrèrent. Elena reconnut l'un d'eux comme l'homme qui avait rencontré sa grand-mère à la gare.
Il souriait, parfaitement détendu, comme si kidnapper était une routine quotidienne. L'homme au centre, plus âgé, avec des cheveux grisonnants, et un visage marqué par des années de vie dure, s'avança. Eh bien, la belle au bois dormant, s'est enfin réveillée, dit-il avec un léger accent que Léna ne put identifier. Tu ressembles à ton père. Tu sais, les mêmes yeux, le même menton têtu. Léna tenta de parler contre le bâillon, mais ne produisit que des sons étouffés. L'homme rit. Où sont mes manières? Il fit un geste à l'un de ses compagnons, qui s'approcha et lui ôta le bâillon avec brusquerie. Qui êtes-vous? Exigea Léna, la voix rauque. Où est ma grand-mère? Victor Messa, se présenta l'homme avec une révérence moqueuse. Ton papa et moi étions associés, disons. Et ta grand-mère? Elle va bien. Pour l'instant, le cœur d'Héléna battait à tourant. Que voulez-vous de nous? Victor s'arrêta devant elle, se penchant jusqu'à être à sa hauteur. Ce que j'ai toujours voulu. Ce que ton père me doit encore. Je ne sais pas de quoi vous parlez, dit Héléna, essayant de garder une voix ferme. Non, répondit Victor se redressant. Ta grand-mère me paye chaque mois depuis 15 ans, ponctuel, comme une horloge. Mais ce n'est jamais assez, pas avec les intérêts. Il secoua la tête avec une fausse tristesse. Et maintenant, tu as tout compliqué en espionnant. La compréhension frappa Héléna. La lettre? Oui, la lettre, confirma Victor, sortant l'enveloppe familière de sa veste. Ta grand-mère avait un accord avec moi. Elle paye. Et je te laisse tranquille. Simple. Elle t'a protégé toutes ces années. Son sourire devint cru. Mais il s'avère que grand-mère est une grande menteuse. Il agita la lettre, devant son visage. Ton cher papa et ta grand-mère ont caché mon argent à ton nom tout ce temps. 70 000 $. C'est beaucoup d'argent à cacher à quelqu'un à qui on doit. Mon père est mort, dit Héléna, la voix brisée, bien qu'elle soupçonnât déjà la réponse. Les yeux de Victor brillèrent de malice. Oh oui, depuis longtemps. Il se pencha, son souffle chaud contre son visage. J'ai tué ton cher papa, moi. Il n'a pas payé, et il en a subi les conséquences. Des larmes jaillirent des yeux d'Héléna, non pas de peur, mais d'un profond sentiment de perte et de trahison, non pas envers son père, mais envers les mensonges qu'elle avait crus à son sujet pendant tout ce temps. Elle pensait qu'il l'avait abandonnée parce qu'elle était un fardeau avec sa maladie. La vérité était infiniment plus douloureuse. Il avait tout sacrifié, y compris sa vie, pour la sauver. Qu'est-il arrivé à ma grand-mère? Exigea Héléna, sa voix plus forte malgré les larmes. Où est-elle? Victor rit, un son rauque sans humour. Ne t'inquiète pas, son devoir n'est pas encore terminé. Nous la garderons ici jusqu'à ce que tu signes ce compte pour moi. Il fit un geste, tranchant au niveau de la gorge. Je te donnerai l'argent, dit Héléna rapidement. Je m'en fiche, ne lui faites pas de mal. C'est tout ce qui me reste. Trop facile. Vraiment comme ton père, dit Victor, son ton chargé d'une fausse joie. Alors, c'est décidé. Demain, notre avocat rédigera les papiers, et tu signeras tout bien légalement. Il fit un signe à ses hommes, qui se dirigèrent vers la porte. Attendez, appela Héléna. Puis-je voir ma grand-mère, s'il vous plaît? J'ai besoin de savoir qu'elle va bien. Victor s'arrêta à la porte, la main sur la poignée. Tu devras me faire confiance, dit-il, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Sois une bonne fille, et peut-être que vous sortirez toutes les deux vivantes d'ici. La porte se ferma avec un clic, la laissant seule avec le poids écrasant de la vérité, et l'incertitude terrifiante de ce que demain apporterait. La pièce s'assombrit, avec le crépuscule, la seule lumière venant d'une fenêtre. Héléna restait attachée, ses muscles douloureux à cause de l'immobilité forcée, son esprit s'emballant avec tout ce qu'elle avait appris. Son père ne l'avait pas abandonnée, il s'était sacrifié pour elle. Pendant 15 ans, elle avait nourri sa colère contre un homme qui, en réalité, avait tout donné pour elle, et sa grand-mère, loyale et ferme, avait porté ce fardeau seule, effectuant des paiements mensuels à des criminels, sans jamais révéler la vérité. Pourquoi personne ne lui avait-il dit? Elle avait 25 ans, elle n'était pas une enfant qui avait besoin d'être protégée de la réalité. La colère monta, non pas contre son père, mais contre l'injustice de tous. Ce matin-là, elle était une étudiante en droit ordinaire,
assistant à des cours, planifiant son avenir. Maintenant, elle était attachée dans un endroit étrange, son monde bouleversé, confrontée à des criminels qui avaient assassiné son père et menacé sa grand-mère. Elle pensa à Carmen, se demandant si elle était dans la même maison, tout aussi effrayée et inconfortable. Était-elle blessée? Se reprochait-elle de ne pas avoir mieux caché la lettre ou d'avoir suivi les ordres de Victor? Pendant toutes ces années, la colère d'Elena s'adoucit en compréhension. Carmen avait dû la protéger, comme l'avait fait son père. Peut-être craignait-elle que l'implication de la police ne confisque l'argent que son père avait sacrifié pour elle. Tous deux avaient fait des choix impossibles par amour, portant des fardeaux qui n'auraient jamais dû être les leurs seuls. Cette compréhension fit monter des larmes à ses yeux. Pendant des années, elle avait été en colère contre la mauvaise personne, nourrissant un ressentiment contre un fantôme, tandis que les vrais méchants restaient libres, terrorisant ceux qui restaient de sa famille. Dans l'obscurité, des voix à l'extérieur de la fenêtre interrompirent ses pensées. Elle tendit l'oreille, traînant la chaise en arrière, jusqu'à ce qu'elle soit appuyée contre le mur sous la fenêtre. Les yeux fermés, elle se concentra sur la conversation se débarrasser de la vieille. Inutile police. Les bribes suffirent à lui glacer le sang. Il prévoyait de tuer sa grand-mère, même après avoir obtenu l'argent. La promesse de liberté était un mensonge. La panique l'envahit, suivie d'une détermination froide. Elle et sa grand-mère ne mourraient pas là. D'une manière ou d'une autre, elle devait s'échapper avant l'aube. Mais comment? Attachée à une chaise, ignorant où était sa grand-mère. Les chances semblaient insurmontables. Pourtant, en pensant à son père et à sa grand-mère, à leur courage et à leur sacrifice, elle trouva de la force. S'ils avaient affronté ces hommes pendant 15 ans pour la protéger, elle pouvait les sauver maintenant. Elle testa à nouveau ses liens, cherchant dans la pièce quelque chose qui pourrait l'aider. Il devait y avoir une issue. La porte grinça, la faisant sursauter. Elle se tendit, s'attendant à voir Victor ou ses hommes, mais à la place, une jeune femme mince entra, ses cheveux noirs attachés en queue de cheval, portant un verre d'eau. Elle n'avait pas plus de 20 ans, son visage marqué par une fatigue qui semblait déplacée chez quelqu'un d'aussi jeune. « Ils m'ont dit de te donner de l'eau », dit-elle la voix plate, sans émotion. Elle ne regarda pas Elena en s'approchant, ses mouvements prudents mais rodés. Elena l'observa, notant sa résignation. Ce n'était pas la première fois qu'elle apportait de l'eau à un captif, comprit-elle avec un frisson. Combien d'autres avaient été dans cette pièce? Son père avait-il un jour été sur cette chaise? La jeune femme approcha le verre des lèvres d'Elena, l'inclinant pour qu'elle boive. Elena prit plusieurs gorgées, sa soif plus intense qu'elle ne l'avait remarqué. Quand elle eut fini, elle regarda directement la femme. « S'il te plaît, » murmura-t-elle, « aide-moi. Ils ont dit qu'ils ont tué mon père Diego Vargas. L'as-tu déjà vu ?» Les yeux de la femme se tournèrent nerveusement vers la porte, mais elle ne dit rien, son visage soigneusement impassible. Pourtant, il y avait quelque chose dans son expression, un éclair de reconnaissance qu'Elena ne manqua pas. « S'il te plaît, » insista Elena, baissant encore la voix, « j'ai besoin de savoir ce qui lui est arrivé. As-tu connu mon père ?» La femme resta silencieuse, mais Elena remarqua que ses mains tremblaient légèrement en reculant. Elle avait peur, mais il y avait plus, une hésitation suggérant qu'elle voulait parler mais ne pouvait pas. « Ma grand-mère est ici quelque part, » continua Elena, désespérée de créer un lien. « Ils vont lui faire du mal. S'il te plaît, si tu sais quelque chose. » La femme regarda enfin Elena, et dans ce bref contact visuel, Elena vit une douleur profonde qui faisait écho à la sienne. Après une longue pause, la femme posa un doigt sur ses lèvres et se pencha. « Je m'appelle Clara », murmura-t-elle si bas qu'Elena l'entendit à peine. « Je connais ton papa. Ils l'ont tué. » Puis elle se redressa, son visage retrouvant son expression vide, alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Des larmes jaillirent des yeux d'Elena, face à la confirmation de ses pires craintes. « Attends », appela-t-elle doucement, mais Clara partait déjà, la porte se fermant derrière elle. Elena resta dans un silence stupéfait, le chagrin l'envahissant. Bien qu'elle s'en doutât depuis la lecture de la lettre, avoir la confirmation rendait la chose réelle d'une manière pour laquelle elle n'était pas préparée. Son père était mort, assassiné par les mêmes hommes qui les retenaient maintenant. Elle et sa grand-mère,
Des minutes passèrent, peut-être plus. Le temps était difficile à suivre, avant que la porte ne s'ouvre à nouveau. À la surprise d'Helena, Clara était revenue. Elle marcha rapidement vers elle, parlant dans un murmure urgent. « Je ne peux pas t'aider sans qu'il soupçonne. Donc si tu veux trouver ta grand-mère, tu dois le faire seule. » dit-elle, ses yeux allant constamment vers la porte. « S'ils découvrent que je t'ai aidé, ils me tueront, moi et mes frères. » Helena la regarda, confuse. « Pourquoi m'aides-tu si c'est si dangereux ?» L'expression de Clara s'adoucit. « Ton papa a sauvé ma mère. Il a utilisé une partie de l'argent du prêt pour payer sa dette, nous donnant 3 mois de vie supplémentaires. » Sa voix se brisa. C'était avant qu'il ne le tue. Ensuite, ma mère n'a pas pu payer les intérêts, et ils l'ont tué aussi. Ils m'ont amené ici pour servir, disant qu'ils épargneraient mes frères si je faisais tout ce qu'ils voulaient. « Depuis combien de temps es-tu ici ?» demanda Helena, horrifiée. « Presque 15 ans, » répondit Clara, la voix plate, comme si elle parlait de la météo. L'esprit d'Helena vacilla. Cette jeune femme était prisonnière depuis l'enfance, tout cela parce que sa mère, comme son père, était tombée endettée auprès de ces criminels. Clara glissa la main dans sa poche et fit passer quelque chose de froid et métallique dans les mains attachées d'Helena derrière la chaise. « C'est tout ce que j'ai pu prendre, sans attirer les soupçons, » murmura-t-elle. Les doigts d'Helena se refermèrent sur l'ustensile, le reconnaissant comme un outil potentiel pour se libérer. « Merci, » murmura-t-elle. « Peux-tu au moins couper les colliers ?» Des pas résonnèrent dans le couloir, et les yeux de Clara s'écarquillèrent de peur. Elle se précipita vers le mur et brancha le radiateur à côté de la chaise d'Helena. « Utilise ça, » murmura-t-elle, désignant le radiateur. « Ta grand-mère est dans la pièce au bout du couloir à gauche. Utilise la fenêtre pour sortir, puis la porte arrière. » Avant que Helena ne puisse poser plus de questions, Clara était à la porte. Elle se retourna brièvement, articulant « bonne chance » avant de sortir dans le couloir, laissant Helena seule avec son nouvel outil, et un plan désespéré prenant forme dans son esprit. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau. L'un des hommes de Victor, une silhouette massive à la tête rasée et aux avant-bras tatoués, entra. Ses yeux se plissèrent en inspectant la pièce. « S'il vous plaît, » dit Helena, essayant de sembler désespérée plutôt que calculatrice. « J'ai besoin d'aller aux toilettes. » L'homme ricana. « Victor a dit que tu restes dans la pièce, » répondit-il, indifférent. « Tu devras te retenir ou le faire là-dedans. » Il désigna vaguement le sol sous sa chaise avec une grimace. Helena feignit une expression pitoyable. « Pouvez-vous au moins desserrer ces liens? Il me coupe la peau. »« Pas question, » dit-il sèchement, se tournant déjà. « N'essaie rien de stupide. On a des yeux partout. » Il ferma la porte, le bruit d'un verrou suivant. Helena attendit que les pas s'éloignent avant d'examiner sa situation avec un nouvel élan. La fourchette que Clara lui avait donnée était toujours dans ses mains derrière la chaise, et le radiateur à ses côtés commençait à chauffer. Elle savait ce qu'elle devait faire, utiliser la chaleur pour affaiblir les colliers, mais exécuter le plan serait douloureux et dangereux. Elle tenta d'abord d'utiliser la fourchette pour forcer les colliers, glissant les dents entre le plastique et sa peau. Après plusieurs essais à différents angles, les colliers restèrent intacts, conçus pour se resserrer davantage lorsqu'on tirait. « Elle est » murmura Helena entre ses dents. La frustration monte. Elle tourna son attention vers le radiateur, maintenant assez chaud pour rayonner de la chaleur, mais pas encore assez pour son but. Avec précaution, elle tenta de rapprocher la chaise, la chaîne métallique qui la reliait au radiateur, tintant doucement. Une fois positionnée, elle essaya d'utiliser la fourchette comme conducteur, la chauffant contre le radiateur et la pressant contre le collier, mais après plusieurs tentatives, le métal ne retenait pas assez de chaleur pour faire fondre le plastique et puis un désastre survint. La fourchette glissa de ses doigts moites et tomba au sol derrière la chaise, hors de portée. « Bon sang !» siffla Helena, se tordant autant que les liens le permettaient, mais la fourchette restait inaccessible. Elle devrait essayer autre chose. Prenant une profonde inspiration pour se calmer, elle se pencha en arrière, inclinant la chaise jusqu'à ce que ses poignets attachés soient aussi proches que possible du radiateur. La chaleur était maintenant intense, presque inconfortable contre sa peau. Elle rapprocha ses mains de l'élément chauffant, se préparant à ce qu'elle devait faire. Lorsque ses poignets touchèrent le métal chaud, une douleur brûlante traversa ses bras, faisant monter des larmes involontaires. Elle mordit sa lèvre pour ne pas crier, goûtant le sang. Elle se concentra sur sa grand-mère,
sur les mots qu'elle avait entendus à propos de creuser une tombe, sur les 15 ans que Carmen avait passés à la protéger à un coût énorme. La douleur n'était rien comparée à ce qui arriverait si elle échouait. Elle maintint la position, le collier ramollissant progressivement contre le radiateur. Lorsqu'elle sentit qu'il cédait légèrement, elle tira sur ses poignets de toutes ses forces. Le plastique s'étira, s'amincit et finit par se casser, libérant ses mains. Sans s'arrêter, elle se baissa et récupéra la fourchette, puis s'attaqua au collier de ses chevilles. Le processus fut plus rapide maintenant qu'elle avait les mains libres, bien que les brûlures sur ses poignets palpitaient à chaque mouvement. Enfin libre, Elena se leva sur des jambes, tremblantes, ses muscles protestant après des heures d'immobilité. Elle glissa la fourchette dans sa poche, une arme improvisée valait mieux que rien, et inspecta la pièce à la recherche de ses affaires. Aucun signe de son téléphone ou de son portefeuille, ils avaient dû les lui prendre en la menant. Elle s'approcha de la fenêtre, testant le loquet. À son soulagement, il n'était pas verrouillé, ou plutôt le verrou était du côté intérieur, à sa porte. Elle l'ouvrit lentement, tressaillant à chaque grincement, et poussa la fenêtre vers l'extérieur. L'air frais de la nuit entra, un soulagement après la pièce étouffant. Elle regarda dehors. La fenêtre donnait sur le côté de la maison, où des buissons et des arbres offraient une couverture dans l'obscurité. Le sol était à environ 2 mètres, un saut facile si elle était prudente. Après un dernier regard vers la porte, pour s'assurer que personne n'arrivait, Elena grimpa sur le rebord, passa les jambes à l'extérieur, et se glissa aussi loin que possible avant de lâcher. Elle atterrit accroupie parmi les buissons, la terre meuble amortissant le bruit. Restant baissée, elle se déplaça le long de la maison vers l'arrière, suivant les indications de Clara. La propriété n'était pas grande, mais le jardin négligé offrait des cachettes. Elle atteignit la porte arrière, s'arrêtant souvent pour écouter tout signe de poursuite. La porte, lorsqu'elle l'atteignit, semblait sécurisée par un vieux cadenas, son métal corrodé par des années d'exposition. Elena sortit la fourchette, et la travailla dans le mécanisme, utilisant les dents contre le métal affaibli. Après plusieurs moments tendus, le cadenas céda, s'ouvrant avec un clic discret. Le cœur battant, Elena ouvrit la porte juste assez pour se glisser et la referma derrière elle. Elle se retrouva dans une ruelle étroite derrière les maisons, à peine éclairée par des lampadaires lointains. Sans hésiter, elle courut, mettant autant de distance que possible entre elle et ses ravisseurs, avant qu'ils ne découvrent son absence. Sa seule pensée était maintenant d'atteindre le commissariat et d'obtenir de l'aide pour sa grand-mère, avant qu'il ne soit trop tard. Après avoir couru plusieurs pâtés de maison, Elena ralentit pour reprendre son souffle, ses poumons brûlants. Elle observa son environnement, essayant de s'orienter dans ce quartier inconnu. À son soulagement, elle reconnut le nom d'une rue. Elle n'était pas loin de l'avenue principale menant au commissariat. La nuit s'était rafraîchie, Elena tremblait dans ses vêtements légers, l'adrénaline diminuant tandis que la douleur de ses brûlures et son mal de tête s'intensifiaient. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter, pas avec sa grand-mère en danger. Elle reprit une marche rapide, restant dans les rues éclairées autant que possible. En 2 minutes, l'enseigne lumineuse du commissariat apparut. Elena courut les derniers mètres, faisant irruption par les portes, avec une telle urgence que l'officier au comptoir se leva, alarmé. « S'il vous plaît » haleta-t-elle, montrant ses poignets blessés. « J'ai besoin d'aide. Ils ont enlevé ma grand-mère. Ils vont la tuer. » La sergente, une femme d'âge moyen, au visage sévère, qui s'adoucit en voyant les brûlures d'Elena, la conduisit à une chaise et appela des renforts. En quelques instants, Elena fut entourée d'officiers, l'un apportant une trousse de premier secours pour ses blessures pendant qu'un autre prenait sa déposition. « Je m'appelle Elena Vargas », commença-t-elle, sa voix plus stable maintenant qu'elle avait de... « J'ai été enlevée cet après-midi à la gare, par des hommes travaillant pour quelqu'un nommé Victor Meza. Ma grand-mère, Carmen Vargas, est toujours dans la maison d'où je me suis échappée. » Elle détailla tout, la lettre de son père, le fait de suivre sa grand-mère, son réveil attaché, sa conversation avec Clara. Les officiers écoutèrent attentivement, l'un prenant des notes pendant qu'un autre passait un appel, probablement pour demander des renforts. « J'ai entendu qu'il parlait de tuer ma grand-mère et de creuser une tombe, » ajouta Elena, la voix brisée. « S'il vous plaît, nous devons nous dépêcher. Nous le ferons, mademoiselle Vargas, » assura un officier, l'expression sérieuse. « Pouvez-vous nous guider jusqu'à la maison ?»
Elena hocha la tête avec véhémence. Oui, je me souviens du chemin. Je peux vous montrer. En quelques minutes, un plan tactique fut élaboré. Elena accompagnerait 2 officiers dans une voiture banalisée, les guidant jusqu'au lieu, tandis que d'autres unités les suivraient à distance pour éviter d'alerter les ravisseurs. Ils n'utiliseraient pas de sirène, s'approchant silencieusement pour garder l'effet de surprise. Pendant qu'ils roulaient, Elena était à l'arrière, ses poignets bandés sur ses genoux, l'anxiété la rongeant tandis qu'elle guidait les officiers dans les rues sombres. « Tournez à gauche ici », indiqua-t-elle, reconnaissant le coin où elle s'était arrêtée pour respirer pendant son évasion. « C'est dans cette rue, à mi-chemin sur la droite. » La maison semblait différente de face, une maison de banlieue ordinaire, avec une peinture écaillée et envahissante, rien qui ne suggère les horreurs. À l'intérieur, Elena la désigna, et l'officier principal communiqua par radio avec les unités de soutien, coordonnant l'approche. « Restez dans la voiture, mademoiselle Vargas », ordonna l'officier fermement. « Nous nous occupons de tout. » Elena observa par la fenêtre les officiers en équipement tactique se déplacer silencieusement vers la maison, prenant position à toutes les sorties. Puis avec une rapidité coordonnée témoignant d'un entraînement poussé, ils firent irruption par les portes, avant et arrière simultanément. Depuis la voiture, Elena entendit des cris lointains, puis le bruit de pas courants. Une silhouette surgit du côté de la maison, Victor, tentant de fuir dans la nuit, mais un officier le plaqua avant qu'il n'aille loin. Malgré la distance, Elena vit le visage de Victor tordu par la rage alors qu'on le menottait, et qu'on l'emmenait vers une voiture de patrouille. Des minutes qui semblèrent des heures, passèrent pendant qu'Elena attendait anxieusement des nouvelles de sa grand-mère. Enfin elle vit des officiers sortir de la maison, et parmi eux, soutenus par 2 figures en uniforme, se trouvait Carmen, pâle et échevelée, mais vivant. Le soulagement envahit Elena, des larmes jaillissant alors qu'elle voyait sa grand-mère être guidée vers un autre véhicule de police. Leurs regards se croisèrent brièvement à distance, une compréhension silencieuse passant entre elles. Lorsque les officiers revinrent à la voiture, Elena se pencha en avant. « Va-t-elle bien? Puis-je la voir? »« Elle est sous le choc mais indemne, » répondit un officier. Les ambulanciers la vérifient. « On vous emmènera au commissariat pour vos dépositions, et ensuite vous pourrez être ensemble. » Elena hocha la tête, se rasseyant alors que la voiture s'éloignait. Le cauchemar n'était pas terminé. Il y aurait des dépositions, des procédures judiciaires, des blessures émotionnelles à guérir. Mais sa grand-mère était en sécurité, et pour l'instant, cela suffisait. Le commissariat était en effervescence, lorsqu'on conduisit Elena dans une salle d'interrogatoire, un espace austère aux murs gris, et à la table simple. À travers une porte ouverte dans le couloir, elle aperçut Carmen escortée dans une salle similaire. Leurs regards se croisèrent, et Carmen articula « Je suis désolé », avec une expression de douleur. Elena secoua la tête, répondant silencieusement « On parlera plus tard », avant que les portes ne se ferment. Dans la salle, Elena s'assit face à un détective qui se présenta comme le détective Morales. Son attitude était professionnelle, mais bienveillante alors qu'il allumait l'appareil d'enregistrement, et lui demandait de tout raconter, depuis la découverte de la lettre jusqu'à son évasion. Elena parla calmement, décrivant chaque événement en détail. Lorsqu'elle mentionna la lettre, Morales hocha la tête. « Nous l'avons récupérée dans la poche de Victor Mesa lors de son arrestation, » dit-il glissant un sac de preuves sur la table. À l'intérieur se trouvait la lettre de son père maintenant un peu froissée mais intacte. « C'est une pièce à conviction importante, » expliqua Morales. « Mais je voulais que vous voyiez que nous l'avons. Pouvez-vous m'en dire plus sur le compte bancaire mentionné dans la lettre? Avez-vous pu vérifier son existence ?» Elena secoua la tête. « J'allais à la banque quand j'ai vu ma grand-mère, à la gare. Je n'ai pas eu l'occasion de vérifier si le compte est réel ou combien d'argent il contient. Nous enquêterons là-dessus, » assura le détective. « Que pouvez-vous me dire d'autre sur Victor Mesa et son organisation? Vous avez mentionné une jeune femme nommée Clara, qui vous a aidé à vous échapper. » Elena décrivit Clara du mieux qu'elle put, expliquant comment elle avait été retenue pendant 15 ans après le meurtre de sa mère. Elle a dit que mon père avait aidé sa mère, avec sa dette, avant qu'il ne le tue, ajouta Elena, et elle savait où ils ont enterré mon père. Elle a dit que c'était dans le jardin arrière de la maison.
L'expression de Moralas devint solennelle. Nous enquêterons sur cette affirmation immédiatement, promit-il. Si les restes de votre père sont là, nous les trouverons. L'entretien se prolongea pendant 1 heure encore, Helena fournissant chaque détail dont elle se souvenait. Lorsqu'ils eurent fini, Moralas la remercia pour sa coopération. Vous avez été incroyablement courageuse, mademoiselle Vargas, dit-il en se levant. Un officier vous conduira à la section médicale pour qu'on examine correctement ces brûlures, et ensuite vous pourrez attendre dans la réception pendant que nous finissons avec votre grand-mère. Helena hocha la tête, la fatigue la submergeant maintenant que l'adrénaline s'est. Elle suivit un officier jusqu'à une petite salle médicale où un ambulancier nettoya et banda à nouveau ses brûlures, appliquant un onguent qui soulageait la douleur. Lorsqu'on la conduisit enfin dans la salle d'attente, elle trouva Carmen déjà là, une couverture sur les épaules, une tasse de thé dans ses mains tremblantes. Dès que leurs regards se croisèrent, Carmen posa la tasse et ouvrit les bras. Helena courut dans son étreinte, toutes deux s'accrochant l'une à l'autre comme si elles craignaient que l'autre disparaisse. « Je suis tellement désolée, » murmura Carmen, la voix brisée. « J'aurais dû te dire la vérité il y a des années. » Elles s'assirent dans un coin tranquille de la salle d'attente, loin des regards curieux. Le visage de Carmen était marqué par l'épuisement, mais aussi par le soulagement de ne plus porter son secret seul. « Raconte-moi ce qui s'est passé, » dit Helena doucement. « Quand papa a disparu, la vérité, toute la vérité. » Carmen prit une profonde inspiration. « Quand ton père n'a pas pu rembourser le prêt, Victor et ses hommes ont commencé à venir chez nous. Ils le menaçaient, parfois ils le frappaient. » Elle ferma brièvement les yeux, le souvenir visiblement douloureux. Puis, un jour, ils l'ont amené. Je ne l'ai jamais revu. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, ni comment il est mort. Ils m'ont juste dit après qu'il était parti. Pourquoi n'es-tu pas allé voir la police? Demanda Helena, bien qu'elle soupçonnât déjà la réponse. Ton père m'a fait promettre de ne pas le faire, répondit Carmen, les yeux brillants de larmes. Il a dit que ce serait trop dangereux, qu'il s'en prendrait à toi si j'impliquais les autorités, et qu'il confisquerait l'argent qu'il voulait pour toi. Alors j'ai continué à payer, mois après mois pour te garder en sécurité. Elle prit la main d'Helena avec précaution, consciente de ses blessures. Tu n'aurais jamais dû voir cette lettre. Les dangers n'étaient pas terminés. Ton père a emprunté une somme énorme, et même après 15 ans de paiement, la dette ne faisait que croître avec leurs intérêts exorbitants. Une larme roula sur sa joue. Diogo m'a dit de ne pas te donner la lettre tant que ce ne serait pas sûr. J'ai nettoyé le grenier ce matin, pensant trouver une meilleure cachette, mais je ne voulais pas toucher à tes affaires. Je n'ai jamais imaginé que tu monterais aujourd'hui, et que tu la trouverais si vite. Carmen hésita, puis regarda leurs mains jointes. Il y a autre chose que tu dois savoir, Helena. Elle prit une profonde inspiration. Le compte bancaire mentionné par ton père dans la lettre est réel. Je le sais depuis toutes ces années. Les yeux d'Helena s'écarquillèrent. Tu le savais? Mais alors, comme tes frais de scolarité pour la faculté de droit, dit Carmen à voix basse. Ils ne venaient pas de mes économies ni d'une seconde hypothèque, comme je t'ai fait croire. Ils venaient de ce compte, de l'argent que ton père avait mis de côté pour toi. Quoi? S'exclama Helena, stupéfaite. Carmen hocha la tête solennellement. Notre avocat de famille, M. Ramirez, a reçu les détails du compte, avant que ton père ne disparaisse. Il m'a aidé à retirer juste ce qu'il fallait chaque semestre, pour couvrir ton éducation. C'était la seule façon pour que tu puisses aller à l'université. Ma pension et mes emplois à temps partiels suffisaient à peine à nous maintenir à flot avec les paiements à Victor. Tout ce temps, murmura Helena, une nouvelle compréhension émerge. Je pensais que tu te tuais à travailler, pour payer mes études. Je pensais que c'était ton sacrifice. C'était le sacrifice de ton père, corrigea Carmen doucement. Il voulait que cet argent assure ton avenir, et je n'ai pas pu penser à un meilleur usage que ton éducation. Ramirez la gérait avec soin, s'assurant qu'il en reste assez quand tu auras obtenu ton diplôme. Elle serra la main d'Helena. Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit. J'essayais de te protéger de la vérité sur ton père, du danger, et tu étais déjà tellement en colère contre lui. Avant qu'Helena ne puisse répondre, elle remarqua Clara escortée dans le couloir par une officière. Elle se leva rapidement, attirant l'attention d'un policier à proximité. « C'est Clara, dit-elle avec urgence.
la femme qui m'a aidé à m'échapper. Puis-je lui parler? L'officier hocha la tête après une brève réflexion. Juste un instant, Elena s'approcha de Clara, qui semblait encore plus jeune et vulnérable sous les lumières fluorescentes du commissariat. « Merci, » dit Elena sincèrement, « pour tout ce que tu as fait. Tu as sauvé ma vie, et celle de ma grand-mère. » Les yeux de Clara tombèrent sur les poignets bandés d'Elena. « Tu t'es brûlée, » dit-elle doucement. Elena hocha la tête. Ça valait le coup pour m'échapper. Elle hésita, puis posa la question qui la tourmente. « Tu as dit que tu savais où ils ont enterré mon père. » L'expression de Clara s'adoucit de compassion. Dans le jardin arrière, sous le vieux chêne, ils m'ont fait aider à creuser le trou. Sa voix trembla. J'étais juste une enfant, mais je m'en souviens. Parfois, je mettais des fleurs là-bas quand personne ne regardait. Des larmes revinrent aux yeux d'Elena devant cette bonté inattendue. Merci de me l'avoir dit, et de t'en être souvenu. Un officier s'approcha, indiquant que Clara devait poursuivre sa déposition. Avant qu'on ne l'emmène, Elena prit sa main brièvement. « Nous t'aiderons, toi et ton frère, » promit-elle. « Tu n'es plus seule. » Elena retourna auprès de sa grand-mère, lui relatant ce que Clara lui avait dit. Carmen pleura silencieusement à la confirmation du sort de son fils, un deuil retardé mais jamais traité trouvant enfin sa libération. Alors qu'elles étaient assises dans le coin tranquille du commissariat, un détective s'approcha. « Nous avons envoyé une équipe médico-légale sur le lieu indiqué par mademoiselle Clara, » informa-t-il. « Nous trouverons les restes de votre père et nous assurerons qu'il reçoive un enterrement digne. » Elena hocha la tête, gratitude et chagrin se mêlant en elle. Après 15 ans de colère et de malentendus, elle pourrait enfin dire adieu à son père, non pas comme l'homme qui l'avait abandonné, mais comme le père qui avait tout sacrifié pour sauver sa vie. Le cimetière était paisible ce matin de printemps ensoleillé, la lumière du soleil filtrant à travers les feuilles de chêne anciens qui veillaient sur les rangées de pierres tombales. Elena et Carmen se tenaient côte à côte, devant une simple pierre tombale en granit, récemment installée, portant le nom de Diego Vargas et les dates qui marquaient sa courte vie. Une semaine à peine s'était écoulée depuis l'évasion d'Elena et la descente de police. L'équipe médico-légale avait retrouvé les restes de son père exactement là où Clara l'avait indiqué, et les tests ADN avaient confirmé son identité. Aujourd'hui, il l'avait enfin inhumé avec dignité et respect. La petite cérémonie funéraire réunissait quelques personnes, des amis de Carmen de l'église, 2 professeurs d'Elena qui avaient appris son épreuve, et de manière surprenante, plusieurs officiers de police impliqués dans l'affaire. Le détective Moralaz est également présent, debout respectueusement à l'arrière. Clara était là, sous protection policière, à quelques pas, tenant un délicat bouquet de fleurs sauvages, attendant son moment pour s'approcher de la tombe. Son frère, un jeune homme solennel de quelques années son aîné, était à ses côtés, la soutenant alors qu'elle faisait face à la tâche émotionnelle de dire adieu à un homme dont la bonté avait tant compté pour leur famille, même brièvement. Elena s'agenouilla près de la pierre tombale, posant la main sur la surface froide. Le compte bancaire mentionné par son père existait bel et bien, avec les 60. Elle avait déjà décidé quoi en faire. Une partie aiderait Clara et son frère à démarrer une nouvelle vie, et le reste financerait une bourse pour les enfants touchés par des crimes violents. « Je comprends maintenant, papa, » murmura-t-elle à la pierre. « Pourquoi tu as fait ce que tu as fait? Je suis désolé d'avoir passé tant d'années en colère contre toi, croyant que tu m'avais abandonné parce que j'étais un fardeau. » Sa voix se brisa, mais elle continua. « Tu as tout donné pour moi, ta sécurité, ton avenir, ta vie. Je promets de ne pas gâcher l'opportunité que tu m'as donnée. » Carmen posa une main réconfortante sur l'épaule d'Elena. « Il serait si fier de la femme que tu es devenue, » dit-elle doucement. « Ta force, ta compassion, ta détermination à aider les autres, c'est son héritage qui vit en toi. » Elena se leva, essuyant ses larmes. « Et à travers toi, grand-mère. La manière dont tu m'as protégé toutes ces années, en payant pour me garder en sécurité. Tu as porté un fardeau si lourd seul. »« Pas seul, » corrigea Carmen doucement. « Diego était avec moi dans mon cœur. Et maintenant que la vérité est révélée, nous pouvons toutes les deux nous souvenir de lui tel qu'il était vraiment. Peut-être pas parfait, mais un père qui aimait sa fille plus que sa propre vie. » Elena hocha la tête, un sentiment de paix s'installant malgré le chagrin persistant. Dans les jours qui avaient suivi son sauvetage, la colère qu'elle avait portée si longtemps s'était dissipée,
remplacée par la compréhension et une profonde gratitude pour les sacrifices de son père et de sa grand-mère. La vérité avait été douloureuse, mais aussi guérisseuse. Elle fit signe à Clara de s'approcher. La jeune femme avança hésitante, posant ses fleurs sauvages à côté des arrangements plus formels. « Ton papa a été gentil avec nous quand personne d'autre ne l'était, » dit Clara à voix basse. « Il nous a donné de l'espoir, même pour peu de temps. Je ne l'ai jamais oublié. » Elena serra sa main en une gratitude silencieuse. Après les arrestations, Clara avait fourni un témoignage crucial contre Victor Mesa et son organisation, s'assurant qu'ils répondent de leurs actes non seulement pour l'enlèvement et l'extorsion, mais aussi pour les meurtres de Diego Vargas et de la mère de Clara. Son courage avait aidé à démanteler un réseau criminel qui avait terrorisé des personnes vulnérables pendant des décennies. Alors que le groupe commençait à se diriger vers les portes du cimetière, le détective Morales s'approche. « Je voulais vous informer, » dit-il à Elena et Carmen, « que nous avons relié Mesa à au moins 7 autres meurtres au cours des 20 dernières années. Votre témoignage ainsi que celui de Clara a été précieux pour constituer notre dossier. Il ne verra pas l'extérieur d'une prison de son vivant. Merci, dit Elena sincèrement, pour tout ce que votre équipe a fait pour nous. » Le détective hocha la tête respectueusement avant de partir, laissant la famille à son deuil et à sa guérison. Ce soir-là, dans la maison qu'elle partageait, Elena s'assit avec sa grand-mère dans le salon, un album photo ouvert entre elles. Il était rempli d'images de Diego, enfant, jeune homme, père d'Elena. Des photos qui avaient été rangées pendant des années parce qu'elles étaient trop douloureuses pour elles deux, bien que pour des raisons différentes. « Parle-moi de celle-ci, dit Elena, désignant une photo de son père la tenant bébé, son visage illuminé de fierté et d'émerveillement. Carmen sourit, les souvenirs désormais libérés du secret qu'elle avait porté si longtemps. « C'était le jour où nous t'avons ramené de l'hôpital. Il n'a laissé personne d'autre te porter pendant des heures. Il disait que tu étais la chose la plus parfaite qu'il ait jamais vue. » Alors que Carmen continuait à partager des histoires, heureuses, drôles, des moments quotidiens qui peignaient l'homme qui était vraiment son père, Elena ressentit une plénitude qu'elle n'avait jamais connue. La colère et le ressentiment qui avaient été ses compagnons pendant 15 ans s'étaient enfin dissipés, laissant place au pardon, à la compréhension et à l'amour. Son père lui avait fait le cadeau de la vie 2 fois, à sa naissance et lorsqu'il avait tout sacrifié pour s'assurer qu'elle survive à sa maladie. Maintenant, connaissant la vérité, Elena pouvait honorer ce cadeau en vivant avec le même courage et la même compassion qu'il avait montré.